nom d'un chien. J'attraperai jamais la barrière. Ah, nom d'un chien, nom d'un chien, nom d'un chien. Qu'est-ce qu'on dira du père Julien? Ah non, je t'en prie. Séraphine, va surveiller ton rôti. Ah, madame, voyons. Est-ce que je peux laisser madame mettre le couvert? C'est une abomination. Quel métier pour la dame d'un docteur médecin, hein? Allons, pas de réflexion. Il est vrai que notre monsieur fait un boulot encore plus pénible. Quelle drôle d'idée pour un monsieur médecin, savant, travailleur par-dessus le marché, de venir s'installer dans un patelin de la banlieue, à côté d'un lotissement, ce qui s'appelle, il ne faut même pas parler de rue, son quai de rivière de boue. Nous ne pouvions pas choisir. Il fallait s'installer quelque part. Nous avons été bien heureux de trouver ces pays qui étaient, pour ainsi dire, de création nouvelle. Où il n'y avait encore aucun docteur. Moi, je n'ai pas voix au chapitre, je sais, et je ne me permettrai jamais de donner mon avis. Mais je dis, et je maintiens qu'il faudrait mieux ne rien faire du tout que ce travail-là. Est-ce que madame ne sait pas que cette population paye très mal? Et qu'il faudrait plutôt être une sage femme qu'un docteur pour le faire accoucher de l'argent? Évidemment, c'est une clientèle qui ne reporte guère. Pour ainsi dire rien. J'entends bien le docteur faire ses comptes, hein? Mais on ne pouvait penser que mon mari, tout de suite après son internat, trouverait la situation rêvée. Ce était vraiment trop beau. Ouais, comme ceci, c'est vraiment trop laid, hein? D'ailleurs, il n'y aura qu'à parler de ça à Monsieur Bonami, l'oncle de madame, puisqu'il s'est annoncé pour le déjeuner. Mais je suis bien tranquille, madame ne lui en dira rien. Certainement que je ne lui en dirai rien. J'en suis sûre. Suffit que Monsieur Bonami, pour le mariage de madame, a toujours été contre. Ça fait assez de disputes avec les parents de madame. Moi, n'est-ce pas, je suis la bonne. J'ai beau avoir vu naître madame. Ma règle et mon habitude, c'est de ne me mêler de rien. Je vois. Seulement, ni Dieu ni le diable ne pouvaient empêcher madame d'en faire à sa tête. Suffit que, monsieur le docteur, c'est un sujet. C'est un as, comme ils disent. Moi, ça ne me regarde pas. Je n'ai aucune observation à présenter, hein. Mais mon idée, c'est que madame aurait pu marier un jeune homme un peu moins as et plus capable de faire bouillir la marmite. Séraphine, écoute. T'es embêtante à la fin. Je ne veux pas que tu parles de monsieur sur ces tons. Si je reste ici, madame, ce n'est pas par attachement, hein? C'est que je ne saurais où aller. Dites donc, madame, qu'est-ce qu'il veut, monsieur Bonami? Pendant des mois, on ne sait pas ce qu'il devient, et puis il vous tombe dessus comme le tonnerre. Je ne sais pas non plus ce qu'il prend. C'est-il du bon ou du mauvais? On verra. On verra aussi autre chose, on verra un rôti brûlé. Il n'y a pas danger. Je vais tout de même, hein? D'autant que j'entends monsieur rentrer. J'ai plus besoin de tenir compagnie à madame. À tout à l'heure. Si madame a besoin de moi, je t'aime tout de même. Tu souris, mon Hélène? Ah, Georges, oui. Je viens de recevoir une déclaration. On m'a dit qu'on m'aimait. Qui ça? Ce pays ne regorge pas de soupirants dignes de toi. Séraphine. Elle m'a dit qu'elle m'aimait tout de même, après bien sûr s'être répandue à l'incrimination sur notre existence. Elle a raison, Séraphine. De t'aimer d'abord, et puis de récriminer. Quel pays? Je viens d'aller à 3 kilomètres d'ici chez une bonne femme dont le gosse était malade. Elle était affolée,
J'examine l'enfant, il n'avait rien qu'une petite poussée de fièvre. Alors, j'ai senti très nettement que son angoisse faisait place au regret cuisant d'avoir fait venir un médecin pour rien. Ah, mais c'était de pauvres gens? Ah, mais non. Il suffisait de jeter un coup d'œil autour de soi pour se rendre compte qu'il y avait de quoi dans la maison. Elle ne me parlait toujours pas de me payer ma visite. Et j'ai fini par lui demander pas grand-chose. Elle a eu une crispation douloureuse du visage et m'a dit « Est-ce que ça ne vous ferait rien, puisque l'enfant n'est pas malade, de vous contenter de la moitié ?» J'ai répondu « Ne me donnez rien. » Et je suis partie. Je n'ai même pas eu la satisfaction de lui faire sentir son apprêté, car elle a dû certainement se dire « Ah oui, il a essayé de me tirer un pot d'argent qu'il n'avait pas gagné, et comme ça n'a pas pris, il a été vexé. » Mais c'est effrayant de tomber sur des gens pareils. Ce n'est pas le hasard, crois-moi. On en trouve des quantités de ce calibre-là. Évidemment, je fais ici un métier dur et qui rapporte peu. Mais ce n'est pas là la pire tristesse. Bien sûr, on s'arrange. On finit toujours par s'arranger. Ce qui me peine, c'est que tu perds ton temps à un métier que le premier médecin venu pourrait faire à ta place. Je pense qu'il n'y a aucun orgueil de ma part à me dire que je pourrais faire mieux que ça et rendre plus de services à mes semblables. Et si je ne vois rien, dans les hôpitaux au moins, je voyais des cas. Mon pauvre Georges, c'est moi qui pèse sur ta vie. Si tu n'avais pas la charge d'emménage, tu aurais pu continuer librement ta carrière scientifique. Tu dis des bêtises. Sans toi, je ne voudrais rien. Oh. Oui, tu dis ça, mais je dis ça parce que c'est ça. Mais qu'est-ce que ne veut ce matin le sieur Bonamy, ton oncle? Il tient probablement à constater que mes affaires ne vont pas, afin de pouvoir ensuite répéter à tes parents « Qu'est-ce que je vous ai dit ?» Ah, mais comme t'es ombrageux. Tu sais parfaitement que j'ai raison. L'oncle Bonamy s'est institué le conseil, l'oracle de ta famille. Il ne te pardonne pas d'avoir désobéi à l'oracle. En tout cas, mon petit, je tiens à le voir le moins possible. Je peux difficilement me dispenser de déjeuner avec lui puisqu'il s'invite chez moi, mais jusqu'à l'heure de se mettre à table, je serai cloîtrée dans ma chambre pour un travail acharné. En fait, je vais dormir un peu, parce qu'on m'a fait lever ce matin de très bonne heure. Hein. Et parce que tu t'es couché cette nuit très tard, après avoir vraiment travaillé. Ah oui, à lire le travail d'un confrère, qui vraiment, lui, a un beau champ d'expérience. Moi, je suis exilée dans la théorie, dans l'abstraction, alors que j'aurais tant besoin d'être en contact avec la vie. Mais je crois qu'une auto s'est arrêtée devant la maison. Ah, c'est lui! Alors, je te laisse avec cet indésirable. Oh, mais qu'est-ce que tu es méchant, Georges. J'offense tes sentiments de famille. Gravement. Mais je te pardonne instantanément. À tout à l'heure, petit. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mon oncle. Ton mari n'est pas rentré? Si, mais il t'est pris de l'excuser un instant et il avait un travail urgent à terminer. Dis donc, il paraît que c'est un homme épatant, ton mari, hein? Tu ne le savais pas, mon oncle? Si, je m'en doutais, mais je viens de voir sur lui un testimonial de première valeur. Je m'assieds. Je te demande pardon. Ah, tu penses? Et quelle faute! Tu oubliais de dire à ton oncle de s'asseoir. Figure-toi que, avant-hier soir, ce vieux, j'ai assisté au banquet des anciens élèves du lycée d'Orléans.
Il y avait là des personnages considérables, dont le professeur Grisois. T'as entendu parler du professeur Grisois, non? Je te crois. C'est le grand spécialiste du poumon? Je ne savais pas exactement quelle était sa spécialité, mais je savais que c'était un grand docteur. Je l'étais présenté. J'ai pas manqué de lui dire que j'avais pour neveu un docteur. Il m'a demandé son nom. Ah, docteur, vous ne le connaissez pas, il s'appelle Georges Greux. Mais comment je ne le connais pas? Mais c'est un espoir dans la médecine moderne. Voilà, ma chérie, l'opinion que le professeur Grisois a de ton mari. Je ne le savais pas. J'en suis très heureuse. Mais ça ne m'étonne en aucune façon. Je t'ai vu que j'étais très impressionnée. Que veux-tu? Tes parents m'avaient dit beaucoup de bien de Georges. Mais tes parents vivent dans leur petit coin et ne sont pas à la page. Ils n'ont aucun renseignement sur la cote réelle des individus. Moi, je devrais être mieux informé qu'eux, mais je ne fréquentais pas spécialement le monde médical. Mais pour ce que j'ai à dire ensuite, je vais attendre ton mari. De quoi s'agit-il? D'une surprise. Eh bien, je vais appeler Georges. Mais il travaille. Il a assez travaillé. Je vais jusque devant la porte, mon chauffeur attend des ordres. Georges? Georges? Eh bien, mais tu ne dormais pas. Non, je n'ai pas pu dormir, j'étais un peu énervée. Eh bien, où est-il? Il est allé parler à son chauffeur. Tiens-toi bien, Georges. Tu vas voir un oncle bon ami complètement transformé. Il ne jure que par toi, maintenant. Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Il a rencontré le professeur Grisois, qui lui a fait de toi un grand éloge. Ah, c'est ça. Alors, je ne sais pas. Il a quelque chose à te proposer. C'est une surprise. Ah non. Ah non, je suis pas tranquille. Une surprise de l'oncle bon ami, je suis pas tranquille. Tu sais qu'il est dans de nombreuses affaires. Et il est ingénieur. Ingénieur? Et il s'intitule ingénieur. Il n'a fait aucune étude spéciale. Enfin, c'est un très honnête homme. Je le crois. Mais je me demande ce qu'il peut voir me proposer. Un poste de médecin dans une usine. C'est possible. Peut-être veut-il me faire fabriquer de produits pharmaceutiques ou un sérum pour les petits chiens malades. Mais tu es aussi intrigué que moi, hein? Mais non. Je suis sûre que ça ne m'intéressera pas. Le voici qui remonte. Ah, voilà, le grand travailleur. Bonjour, monsieur Bonami. Bonjour, mon oncle, qu'il faut dire. Bonjour, mon oncle. Je vous montrerai tout à l'heure ces papiers. Pour le moment, parlons de la surprise. Mais on va se mettre à table, hein? J'ai peur que Séraphine ne soit pas encore prête. Tant mieux. J'ai pas encore faim, hein. Asseyons-nous. Oh, mais c'est impressionnant. Eh ben oui, mamie. C'est impressionnant. Vous verrez qu'il y a de quoi vous impressionner. Nous verrons. Nous verrons, mais nous avons hâte de voir. Tu sais, Hélène, vous savez peut-être, Georges, que je fais partie du conseil d'administration d'une station médicale à Saint-Hubert en Genevois. C'est en France, pas en Suisse. Saint-Hubert en Genevois comme Saint-Julien dans l'ancien pays de Genevois. Mais vous avez entendu parler de cette station, non? Oui. Oui, elle est récente, déjà très connue. Vous savez quel était le médecin qui l'a dirigée? Le docteur Balma. Je le connais de nom.
un homme de grande valeur. Il a quitté la maison de santé pour aller dans une propriété qu'il a en Espagne. On vous en dit beaucoup de bien? On ne m'a parlé de lui ni en bien ni en mal. Il faut vous dire qu'il dirigeait une station médicale fréquentée par des gens très chics. Or, je n'ai rencontré de ces gens-là ni aux hôpitaux, ni dans ma clientèle d'ici. Il avait une réputation énorme parmi les Américains du Sud. Il y a là-bas à Saint-Hubert des gens tout à fait riches et titrés, en des plus beaux palaces modernes et en casinos où l'on joue, ma foi, un jeu assez gros. Les parents des malades qui se sont occupés de toute la journée ne sont pas fâchés de se distraire le soir en faisant leur petite partie. Est-ce qu'on soigne là-bas, ce sont des dyspeptiques? Ah oui, les nerfs, l'estomac, le système osseux, les bronches aussi un peu. Nous ne pouvons pas dire que l'on soigne toutes les maladies, car il vaut mieux pour attirer la clientèle d'avoir une spécialité. Nous nous sommes arrangés pour avoir un grand nombre de spécialités. Oui, je crois que comme champ d'études, c'est intéressant. Il pense à ses études, lui. Eh bien oui, que veux-tu? Ici, il n'est pas très favorisé. Oui, je comprends. Il n'y a que de maladies banales. Là-bas, il verra des cas extraordinaires et des gens de toutes les races qui arrivent de tous les points du globe. Voilà déjà sur le point de vue qui l'intéresse. J'arrive au côté matériel de l'affaire, qui a aussi son petit entrée. Nous avons hier une réunion de conseil d'administration. J'ai mis en avant le nom de Georges. Je leur ai dit où il fallait se renseigner. Le professeur Crisois leur répétera ce qu'il m'a dit à moi-même. Le docteur Balma était dans un certain âge. Nous ne serons pas fâchés de voir un docteur plus jeune. C'est l'avis du directeur du casino. Il a dit fort justement que si un vieux docteur plaît quelquefois davantage aux jeunes malades, un jeune homme agit mieux sur le moral des dames âgées. Or, nous avons à Saint-Hubert beaucoup de dames âgées et riches. Georges, fais attention, Bon, d'autre part, un jeune médecin pour tous les malades incarne mieux la science moderne. C'est surtout en médecine que la clientèle s'affole pour tout ce qui est nouveau. J'aurai la réponse demain. Elle sera certainement favorable. Dès la semaine prochaine, il faudrait vous installer là-bas. Je ne prononce pas encore de chiffres. Déjà, pour commencer, ce sera mieux que convenable. Eh bien, que dites-vous de ma surprise? Mais mon oncle, elle est très belle. Merci, mon oncle, je vous en remercie du fond de mon cœur. Ah, c'est moi que je suis fière d'embrasser un si grand médecin. Vous entendez, Madame Sartelli? La musique. Non, c'est bruit dans mon estomac. J'ai assez à faire d'entendre le bruit qui fait le mien. Un clapotement depuis ce matin. Oui, mais chez vous, c'est accidentel. Chez moi, c'est sans interruption. Accidentel? On voit que vous n'avez pas entendu ce que me disait le docteur Balma. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Mais pour moi, il a ajouté que c'était un cas tout à fait curieux. Je ne sais pas ce qu'il pensait de vous. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il a fait une grande étude sur moi dans une revue médicale. C'est possible. Je vous montrerai l'article, J'en ai acheté 50 numéros. Il m'appelle de mon initiale, Madame S. Il n'a pas fait d'article sur moi. Et sans doute, mon cas était-il plus compliqué et plus difficile à étudier. Il n'a cessé de me répéter « Vous êtes un sujet extrêmement extraordinaire, intéressant. » Et il a même dit que je suis un phénomène pathologique. Il a dit cela à beaucoup de personnes, Mais il est rare qu'il ait dit à quelqu'un
comme à moi, la veille de son départ, votre cas déroute tous les diagnostics. Tous les diagnostics. Qu'est-ce qui déroute tous les diagnostics? Mon cas! C'est possible, mais pas tant que les miens. Je vous dis exactement la phrase que le docteur Balma m'a dite la veille de son départ. Mais il n'a cessé de me la dire à moi. Dès le premier jour, après m'avoir examiné, il m'a déclaré « Vous mettez la science médicale en défaut ». Je ne vois pas la différence entre cela et dérouter le diagnostic. Je vous répète, ce qui m'a été affirmé par une lumière. Je mets la science médicale en défaut. Oui, c'est très juste, c'est très juste. Qu'est-ce qu'il y a juste, monsieur Grandier? Que moi, je mets la science médicale en défaut. Mais non, c'est de moi qui était question. Il croit toujours que l'on parle de lui. Fernande, vous avez mon troisième châle, le plus lourd, celui que je ne peux pas transporter. Oui, il est là, monsieur. Je vous le demanderai tout à l'heure. On ne voit pas encore son haleine. La température n'est pas en dessous de 18 degrés. Rien à craindre, pour le moment. Est-ce une impression personnelle? Il me semble qu'il commence à faire un peu frais. Pour le moment, du moins, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on n'en va pas? Son haleine. Quand vous soufflez et que vous ne voyez pas devant vous comme une buée, moins qu'une buée, une vapeur. Moins qu'une vapeur. Un petit frémissement d'air. C'est que la température de l'air ambiant est d'au moins 18 degrés. Comme c'est intéressant. Vous ne saviez pas cela? Oh non, et je suis bien contente de savoir. Qu'est-ce que c'est? Monsieur a inventé un nouveau procédé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un monsieur en Constantinople qui me l'a indiqué. Je ne sais même pas, c'est lui qui avait trouvé la chose. Il paraît que quand on souffle devant soi et qu'on n'aperçoit pas son souffle, la température est supérieure à combien, monsieur Grandier? 18 degrés. Et c'est absolument précis? Plus précis qu'un thermomètre. Moi, je ne me fie même plus au thermomètre. À qui le dites-vous? Vous savez qu'il y a des thermomètres truqués. Bien sûr. Il y a des hôtels où, pour économiser des frais de chauffage, on truque les thermomètres. Mais si les voyageurs ont de thermomètres à eux? Eh bien, le directeur, dans une ville que je ne veux pas nommer, prétendait que le thermomètre de voyageurs était faux et seul celui de la maison donnait les indications justes. Il y a une chose qu'on ne peut pas truquer, c'est de souffler son haleine. Et comment faites-vous? Et comme ça. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Non. Vous soufflez trop fort là. Ce doit être à peine plus sensible qu'une expiration. Comme ça. Oui, c'est très bien. Oui, c'est parfait. Nous sommes au-dessous des 18 degrés. C'est tellement intéressant de connaître la température de l'air ambiant. Moi, dès que j'entre dans un local quelconque, dans un compartiment de chemin de fer, par exemple,
Mon premier soin est de procéder rapidement et discrètement à la petite expérience en question. Mais dites, le nouveau docteur ne vous a pas encore examiné? Non, pas encore. Moi non plus. Et il n'a fait que nous rendre une visite sommaire et c'est demain qu'a lieu la première consultation. C'est curieux que le docteur Balma n'ait pas constaté en moi un défaut de nutrition de cellules. Je viens de découvrir cette maladie et je suis convaincue de l'avoir. Il s'est peut-être parfaitement rendu compte, mais il ne vous pas dit pour ne pas vous frapper. Ah non, ce n'était pas son genre. Il disait aux malades toute la vérité. C'était une de ses grandes qualités. J'espère bien que le nouveau docteur ne nous ménagera pas. Ah, déménagement. Je ne peux pas souffrir de ménagement. Ah oui. Et chez moi, je suis entourée des gens qui me ménagent, c'est exaspérant. Et vous savez, ne croyez pas que ce soit par bonté d'âme. Hein? Les gens autour de vous, quand on se plaint, sont toujours disposés à vous dire que vous n'avez rien. Et je sais bien pourquoi. C'est pour ne pas avoir la peine de vous soigner. Ah, j'ai remarqué cela. Ce que vous dites est vrai, cher ami. Ils font semblant de rassurer les malades de l'entourage, mais c'est pour se rassurer eux-mêmes. C'est pour ne pas se priver de plaisir, de distractions. Nous sommes entourés d'égoïstes. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Les gens qui ne pensent qu'à eux. On finit malgré soi par les prendre en grippe. On les prend en grippe. En tout cas, il faut bien se pénétrer de ceci. C'est que les gens bien portants se sont incapables de comprendre les malades. Quand vous avez raison. Autrement, ils ne les tourmenteraient comme ils le font. Comprendre les malades, tout est là. Le docteur Balma nous comprenait admirablement. J'espère que son successeur sera digne de lui. Eh bien, Mademoiselle Bercher, il n'est venu personne en mon absence. Non, docteur. D'ailleurs, les malades savent que vous ne recevriez que à partir de 15 heures. Voyons, qui ai-je-vous à cette consultation du matin? Madame Sartelli. Cette dame qui est ici avec sa sœur. La sœur va très bien, pleine de dévouement. Mais je me demande ce que la malade fait à la clinique. Elle y est depuis quelque temps. Et le docteur Balma, mon prédécesseur, l'avait examinée? Ah oui, docteur. Et il l'avait gardée 6 mois? Oui, docteur. Et il l'a trouvée très malade? Je ne crois pas, docteur. Le docteur Balma lui a dit sa façon de penser? Ah non, docteur. Vous ne connaissez pas le docteur Balma. Jamais s'est entendu et il n'a dit aux clients qu'ils étaient malades quand ils ne le pensaient pas lui-même. Seulement, il ne contrariait personne. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette Madame Sartelli? C'est la femme d'un gros filateur du Nord. Une des plus grosses fortunes de ces pays-là. Ah, bon. Alors, l'établissement ne tenait pas à se séparer d'elle. On ne faisait rien pour la garder. Qu'est-ce que c'est que le docteur Balma? C'est l'homme le meilleur de la terre. Je ne peux pas vous dire à quel point il était charitable et bon pour les pauvres gens. Il n'était pas méchant non plus pour les gens riches. Hein. Il n'était méchant pour personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il donnait beaucoup d'argent aux pauvres et il continue à leur en donner. Je sais que dans son pays où il s'est retiré, il subventionne beaucoup d'œuvres de bienfaisance. Et ses moyens, sans doute, le lui permettent. Hein. Évidemment. Et il a gagné beaucoup d'argent ici. Eh bien, moi, je n'ai pas du tout ménagé Madame Sartelli. Je lui ai dit la vérité sur son cas. Et je l'ai engagée vivement à s'occuper de ses enfants et de son mari. Et à ne plus autant s'occuper d'elle-même.
Mais elle est capable de vouloir quitter immédiatement la clinique. Elle s'en ira. Savez-vous ce que c'est que Madame Sartelli? C'est encore une personne qui, dans son enfance, a été mal élevée. Ses parents l'ont trop couvée. Comme beaucoup d'autres parents, d'ailleurs. Ils s'alarment à propos de tout et leurs enfants prenaient l'habitude de ne plus songer qu'à leur propre santé. Une fois arrivés à l'âge adulte, ils continuent à être malades par persuasion. Regardez un enfant qui joue sous l'œil de sa mère et il vient à tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie? Rarement. Son premier mouvement est de promener autour de lui un regard étonné. C'est vrai. Parfois presque amusé. En effet, oui, j'ai remarqué cela. C'est alors que la maman, au lieu d'aller simplement le relever et de faire comme si de rien n'était, se précipite absolument affolée. « Ah, mon pauvre petit, où est-ce que tu as bobo? Où est-ce que tu as bobo ?» Et alors l'enfant s'est mis à pleurer. Une certaine partie de clients de Saint-Hubert ressemble à cet enfant-là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est toi, ma chérie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Georges. Écoute, je viens de recevoir un carton de la comtesse Olivera. Elle m'attend au casino. Je crois que je ferais bien d'y aller, n'est-ce pas? Ah, si ça t'amuse. Ah oui, ça m'amuse. Tu ne remarques pas ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? Ce renard gris. Ah, oui, c'est bien. C'est bien. C'est magnifique. C'est un renard gris qui vaut 12 000 francs et qu'on me propose pour 3 500. C'est si cher que ça? Écoute, tu penses bien que je vais pas me l'acheter content. Mais tu n'as pas besoin de t'en occuper, Georges. Je paierai 400 francs par mois. Ah, non, j'ai mieux de l'acheter, va. Mais tu n'as pas encore touché d'argent. Ah si, j'en ai touché un peu et puis, tu sais, ces vieux livres de médecine que j'ai à Paris, j'ai un libraire de la rive gauche qui m'a toujours demandé de les vendre. Je ne veux pas que tu vendes tes livres. Enfin, nous réglerons ça. Tu comprends, je suis obligée de m'habiller un peu pour les personnes avec qui je vais goûter. Et j'aurai encore beaucoup d'invitations. Il ne faut pas que j'ai l'air trop miteuse, hein? C'est dans ton entrée que j'ai dit ça. Ah oui, je te remercie, hein. Et avoue que tu es contente de voir un beau renard gris. Bien oui, je suis contente. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Je crois qu'il serait temps de faire entrer les malades de la consultation gratuite. Ah, nous allons voir si ceux-là se croient aussi malades. Ah, ils sont comme les autres. Non pas qu'il y ait dans le pays des gens sérieusement atteints, mais ils préfèrent consulter une sorte de reboteux des environs de Bonneville. Rentrez. Asseyez-vous. Merci bien, monsieur le docteur. Eh bien, voyons, qu'est-ce que vous avez? Je fais du sucre. Du sucre? Par les urines. Ah, vous avez le diabète. Il paraît que ça s'appelle comme vous dites. Je fabrique du sucre. Ah, et depuis quand? Ça, monsieur le docteur, je peux pas vous le dire exactement. Mais qui vous a dit que vous fabriquiez du sucre? Eh bien, c'est monsieur Camparon. Mais qui est ce monsieur-là? Ah, vous ne connaissez pas le monsieur Camparon? C'est le pharmacien tout près d'ici. Ah, le pharmacien. J'entre quelquefois chez lui parce qu'on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était du même pays.
C'était son père qui tenait l'auberge tout près de chez nous. Ah oui, enfant. Comment l'idée vous est-elle venue de consulter le pharmacien? Parce que depuis quelque temps, je n'étais pas à mon aise. Depuis combien de temps? Depuis 3 mois, ou bien 4 mois. Non, 2 mois. Seulement tout de même, je ne pensais pas lui en parler. J'étais entrée pour lui dire bonjour et c'est lui qui m'a dit « Comment que tu vas ?» J'ai commencé par lui dire que tout allait bien, puis je me suis dit « Mais pas du tout. Mais ça ne va pas bien, je ne suis pas à mon aise. » Là-dessous, la conversation s'est émanchée. Il m'a demandé ce que j'avais. J'ai dit que les forces s'en allaient. Et puis que 2 fois, il y avait comme du brouillard devant l'œil. Et puis encore, que je n'arrêtais plus de boire. Alors, il m'a dit le pharmacien. Oui, je vous suis. Le pharmacien Comparon. Et il me tutoie. Il m'a dit, écoute mon vieux, tu vas m'apporter tes eaux, celles du matin. Apporte-moi ça. J'ai donc porté mes œufs. Et qu'est-ce qu'il m'a dit le lendemain? Qu'il avait farfouillé dedans, avec des trucs, et qu'il trouve du sucre. Alors c'est lui qui m'a conseillé de venir ici. Vous vous sentez faible? Pas tout le temps. Il y a 2 fois. Les forces s'en vont. Des fois en plein travail. Je me vois forcée de retourner à la maison et vous savez, j'ai 4 bouches à nourrir. Quelle est votre occupation? Jardinier. Et puis, je fais des travaux de menuiserie. De temps en temps, j'assieds du bois. Mais maintenant, c'est trop dur. Pourtant, vous savez, si vous avez du bois à scier, un jour que je me sentirai plus costaud. Je n'ai pas de bois à scier. Vous allez m'apporter votre urine du matin. Bien, monsieur le docteur. Maintenant, je vais vous prescrire un régime. Un régime? C'est-à-dire que je vais vous indiquer par écrit ce que vous ne devez pas manger. D'abord, aucun mets sucré. Aucun aliment à vote de sucre. Ah, ça va, j'aime pas le sucre. Eh bien, ça va bien. C'est même pour ça, probablement, que je fais du sucre. Parce que quand on me donne à manger du sucre, comme j'aime pas, je rends pas les urines. C'est une explication. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne. Je continue. Pas de vin. Comment dites-vous? Il ne faut plus prendre du vin. Faut plus prendre du... C'est fini. Mais comment? Mais pas un verre de bon vin. Pour vous, il n'y a pas de bon vent, il n'y a que du mauvais vent. Ah, mais quand tu fais un peu frais, un tout petit verre pour se réchauffer. J'ai dit jamais de vent. Mais vous êtes pas commode, monsieur le docteur. Est-ce que vous voulez que j'essaye de vous guérir? Et bien sûr. Je suis venue pour ça. Eh bien, pas de vent. Et puis voilà toutes les indications pour votre régime. Merci bien, monsieur le docteur. Mais, vous ne m'avez pas mis de remède là-dessus. Non, aucun remède. Aucun remède? Mais non, pas pour le moment. Enfin, attendez. Je vais tout de même vous donner quelque chose. Ah bon? Je disais aucun remède. Tenez. Vous prendrez chaque soir 3 gouttes de ceci dans un verre d'eau. Il y a un petit bouchon pour compter les gouttes. Une si petite bouteille? Ah, monsieur le docteur, je sais que la consultation est gratuite, mais si vous voulez m'indiquer une plus grosse bouteille, je ferai tout de même quelque chose pour cela. Tenez-vous-en à ce que je l'ai dit. 3 gouttes dans un verre d'eau. C'est pas beaucoup. J'espère que ce sera suffisant. Au revoir. Docteur, il n'y a plus personne pour la consultation gratuite. Voici maintenant les vrais clients. Vous allez voir monsieur Blondier. C'est le monsieur qui souffle tout le temps. Le docteur Balmac était si complaisant pour les malades, voyait arriver celui-là avec terreur. Quand il prend un fauteuil, il n'y a pas moyen d'en décoller.
On dirait qu'il est assis dans de la sécotine. Il est très malade. Il le dit. Et le docteur Balma ne lui disait pas le contraire. Docteur Balma, qui ne se gênait pas avec moi, mais disait que la maladie de ces malades-là, c'était comme une passion de la médecine. Monsieur Gandier n'a pas fait d'études, il n'a pas le droit de soigner les autres. Alors il se soigne lui-même, sans arrêter. Je vais le faire entrer, mais je vais faire ce que nous faisions toujours quand il venait à la consultation, c'était de prévenir le garçon, qui dans quelques minutes viendra vous chercher pour un cas urgent. Ah, et ça ne l'étonnait pas, c'est monsieur Gandier, que chaque fois qu'il venait consulter, il y avait toujours un cas urgent qui interrompait la visite. Ah non, ça l'intéressait. Des cas urgents, ça a amusé dans sa passion de la médecine. Eh bien, il faudrait faire entrer ces messieurs. Vous allez être servi, docteur. C'est plus facile de le faire entrer que de le faire sortir. 17 degrés. Il y a toujours 17 degrés ici. Bonjour, docteur. Je n'ai pu vous voir que furtivement l'autre jour, et je n'ai pu vous dire à quel point j'ai été content qu'un médecin de votre mérite vienne dans notre établissement. Je sais quels ont été vos maîtres. Ils m'ont tous soigné. Ils ne m'ont pas guéri, parce que je suis inguérissable. Mais je puis dire qu'ils m'ont tous dit des choses intéressantes qui ont complété et parfois dirigé les observations que je faisais sur mon cas. Mais asseyez-vous donc, messieurs. C'est ce que je comptais faire, docteur, car je marche un peu, mais je n'aime pas rester debout sans marcher. Je n'ai pas de varices déclarées, mais je suis toujours inquiet de ce côté-là. Je ne vous parlerai aujourd'hui, docteur, que de mon appareil digestif. Ce qui me prendra bien le temps de 2 visites, ou de 3 visites si nous sommes interrompus. Vous m'écoutez bien, docteur? Oui, monsieur. Continuez. Je m'astreins à mâcher mes aliments les plus longtemps possible. Inconsciemment, on a tendance à avaler trop rapidement. Je me suis donc astreint à manger avec un chronomètre et à ingérer mes aliments dans mon œsophage qu'au bout de 30 secondes. De façon que mes glandes salivaires sécrètent le plus possible de petits halines. Par contre, mon expérience m'a appris que peu après le passage des aliments dans l'instant graine, et il valait mieux rester étendu sur mon lit pendant le laps de temps donné. Mais comment faites-vous quand vous prenez vos repas au restaurant, que vous dînez en ville? Je ne vais jamais au restaurant. Et je ne dîne jamais en ville, docteur. Ce n'est pas à cause des formalités dont s'entoure ma digestion. Et puis, si je dînais en ville au restaurant, je ne pourrais pas peser mes aliments et ma boisson. Ah! Vous pesez vos aliments et votre boisson? Comment voulez-vous faire autrement? Il m'est arrivé à 2 reprises d'être obligé d'assister à 2 repas de famille, mais je n'ai jamais mangé que ce que j'apportais dans des paquets soigneusement pesés. C'est grâce à de telles précautions que j'arrive non pas à me guérir, mais à faire que mon mal n'empire pas. Votre mal. Je ne voulais pas nommer, parce que je suppose qu'un médecin comme vous, un médecin d'élite, au courant de la science nouvelle, a déjà établi son diagnostic. Et quel malaise ressentez-vous? Pour le moment, aucun. Et ce qui me désespère, je n'éprouve aucune douleur. Le mal s'émasque et il se terre. Je suis dans cet état redoutable que le vulgaire appelle la bonne santé, et derrière lequel le mal accomplit sournoisement son œuvre. Alors, c'est le fait de ne pas souffrir qui vous inquiète. Il ne m'inquiète pas encore assez, docteur, pas encore assez. Il y a un mois,
Non seulement un engourdissement de mon mal qui fait qu'il ne se manifeste pas, mais il y a aussi une sorte de paralysie de ma vigilance cérébrale. Une paralysie qui l'empêche de penser constamment comme elle le devrait, à ses dangers d'euphorie ou de bonne santé apparente. Pardon, messieurs. Vous n'avez jamais consulté de psychiatre ou de médecin de maladies mentales? Ah non, docteur. De ce côté-là, ça va parfaitement. Je suis très bien équilibré. Trop bien équilibré, même. Permettez-moi de vous poser une autre question. Puisque vous vous soignez avec tant de méthodes, comment se fait-il que vous avez besoin de mes soins, moi, et des soins de notre clinique? Mais je me soigne mal, docteur. Je me soigne très très mal. Je me soigne en tout cas très imparfaitement. Le docteur Balma avait du bon et il m'a été d'un grand secours. Mais c'était un homme âgé. Il me faut désormais des lumières plus nouvelles. Et c'est pour cela que je saluais la venue dans cet établissement d'un praticien plus moderne. Qu'est-ce que c'est? C'est un cas urgent. Comment savez-vous? On sait dans votre entourage toute l'importance des consultations et des visites que je commence à vous faire. Votre personnel me connaît et jamais n'interromprait notre entretien s'il ne s'agissait d'un cas urgent. Nous allons voir. Entrez! Docteur, on vous demande. Que disais-je, docteur? Je me retire. Mais je vais m'inscrire à nouveau sur le registre de rendez-vous et je vous dirai la prochaine fois les observations que j'ai faites. Au revoir, docteur. Très honoré de vous connaître. Et moi de même, messieurs. Ah bon, toujours 17 degrés. Il y a là Monsieur Bergeux, directeur du Palace, et Monsieur Sellard, directeur du casino, qui voudrait parler au docteur. Ils sont malades? Je ne pense pas, monsieur. Faites entrer. Asseyez-vous. Qu'y a-t-il pour votre service? Docteur, vous me connaissez. Je suis directeur du casino. Bien, oui, messieurs. Et moi, le directeur du casino, je vous ai fait envoyer, docteur, une carte d'entrée pour vous et Madame Greux. Nous avons le plaisir de voir Madame Greux au thé, mais vous n'êtes pas encore venu faire un tour chez nous. Je viendrai certainement un de ces jours. Malheureusement, je suis très occupée. Je ne sais pas si vous êtes joueur, mais sans être joueur, la partie est assez amusante à suivre. Je ne suis pas joueur, non. Mais j'irai tout de même vous faire une visite puisque vous voulez bien m'en prier. Et puis-je savoir, messieurs, ce qui vous amène ici? Eh bien, voilà. Vous avez vu tout à l'heure, ce matin, je crois, un client de mon hôtel, Monsieur Galsford. C'est Monsieur Galsford vient ici depuis 2 saisons. Il s'est distrait au casino de Monsieur Sellard. Et c'est un bon client. C'est un peu un original, vous savez. Il n'aime pas être contrarié. Je comprends que, tout nouveau ici, vous n'avez pas eu le temps d'étudier son caractère. Le docteur Balma le connaissait très bien. C'est un homme qui n'aime pas être contrarié. Je ne suis pas médecin et je ne peux vous dire de quelle gravité est sa maladie. Je crois que le docteur Balma n'était pas inquiet sur son compte. Mais comme cet homme ne demandait que à être soigné et que ça ne faisait de tort à personne, le docteur Balma avait pour lui de la compassion. Et il savait que M. Galsford était content quand on lui donnait de remèdes. Le docteur Balma lui avait prescrit tout son traitement, qui ne pouvait pas, en tout cas, lui faire du mal. Alors, si je vous entends bien, ce matin j'ai eu tort. Nous n'osons pas dire cela, docteur.
J'ai eu tort de dire à ce monsieur qu'il n'avait pas de maladie sérieuse en dehors d'une trachéite qui le fait tousser et cracher. Je lui ai donné des gouttes pour soigner un peu son rhume, mais ça n'était pas suffisant. Qu'est-ce que vous désirez en somme? Eh bien, que monsieur Galsford vienne vous voir demain. Que je lui dise qu'il est très malade? Non, pas très malade. Parce qu'il ne viendrait plus le soir au casino, hein? Ah! Il vient au casino le soir. Ah oui, et c'est un des bons éléments de la partie. Ah bien alors, ah bien, il faut que je découvre absolument une maladie qui nécessite de soins, mais qui ne l'empêche pas d'aller passer la soirée au casino. Voilà! Eh bien, monsieur, je regrette beaucoup, parce que cette maladie spéciale, je ne la connais pas. Et j'avoue mon ignorance. J'aurais voulu que vous voyiez monsieur Galsford. Parce que je répète, c'est un homme qui n'aime pas être contrarié. Et vous avez peur qu'il s'en aille? Eh bien, moi aussi, je le regrette infiniment. Mais je ne peux rien. S'il veut s'en aller, ce n'est pas moi qui peux le retenir. Docteur, vous savez bien que j'ai pour vous un grand respect. Eh bien, si vous avez du respect pour moi, ne continuez pas sur ce ton. Je suis ici pour soigner vos malades avec dévouement et avec toute la compétence que je suis capable d'apporter à ma tâche. Puisque vous êtes venu à ma consultation, je me permettrai de vous dire de vous occuper, vous, messieurs, de votre hôtel, et vous, messieurs, de votre casino. Je vous serai obligé de me laisser poursuivre ma consultation. Excusez-moi, docteur. Vous nous renvoyez dans notre hôtel et notre casino, et vous restez dans votre clinique. Mais il y a tout de même des liens entre toutes ces administrations. C'est entendu. Le casino et l'hôtel profitent de la clinique. Mais la clinique n'est pas au service de l'hôtel, ni même du casino. Il ne nous reste plus alors qu'à nous retirer. Je n'osais vous en prier, messieurs. Voilà qu'on frappe encore à la porte. Bonjour. Bonjour. Ah, mais comme tu me dis bonjour. Bonjour, mon chéri. Je viens de passer une heure charmante avec ces dames. Elles sont délicieuses. Ce sont des Argentines, très vives, très ardentes, très éprises d'art, très au courant. La comtesse d'Olivera a un hôtel particulier à Paris, près de l'avenue du Bois. Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Bien qu'elle veut nous voir dîner une fois toutes les semaines. Elle a un abonnement à l'opéra et elle veut nous emmener avec elle à chaque fois. Ah, crois-tu que c'est un rêve? Ah, quelle existence! Et cet oncle bon ami, il arrive demain, tu sais, pour le conseil d'administration. Bien. Cet oncle bon ami que tu détestais. Crois-tu tout de même qu'il a changé notre vie? Ouais, il a changé. Il t'a donné une vie qui te plaît. Comment ne me plairait-elle pas? Et maintenant, s'il fallait retourner dans un autre petit patelin quelconque, faire de la clientèle... Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Je te laisse avec tes malades. La voiture de la comtesse d'Olivera m'attend devant la porte pour m'emmener dans sa villa. Elle nous a invités à déjeuner pour cette semaine. Mais elle ne voulait pas attendre ce jour-là pour me montrer sa maison. Elle m'aime beaucoup. Et si tu savais comme elle t'admire... Eh bien, tout à l'heure, mon petit. Ces hommes avaient l'air furieux. Et Hélène est si joyeuse. Eh bien, ils ne mourront pas. La résistance sera dure, pénible même. Mais ils ne mourront pas.
Ah, Fernande, Vous savez, il n'y a pas besoin de mettre tant que ça de plumes et d'encriers sur la table. Ce n'est pas un conseil d'administration officiel aujourd'hui. Il y aura juste présent, je crois que Monsieur Destremieux, le président du conseil. Ah, celui qui a 100 ans? Non, il n'a que 85, mais c'est bien suffisant. Puis il y aura également Monsieur Bergeau, le directeur du palace, Monsieur Salard, le directeur du casino, et Monsieur Bonamy, qui doit être arrivé ce matin, je crois. Dites donc, Mademoiselle Bercher, c'est effrayant ce que les clients fichent le camp. Il était furieux hier, ce monsieur anglais, Monsieur Dayton, parce que le docteur lui a dit qu'il ferait mieux de continuer à faire du sport en Égypte. Et ce matin, il y a eu encore un départ, la dame du Brésil. Ah oui, c'est plus grave ça. C'est plus grave parce que la clientèle sud-américaine, c'est surtout ce qu'on a ici. Ah oui. Ah, ils arrivent. bonjour madame, bonjour Fernande. Bonjour, messieurs. Je vous laisse la salle? Et la dame brésilienne est partie définitivement, monsieur Bergeau. Bien sûr, monsieur Salard. Elle est partie. Avec 17 valises, mon cher. Elle était arrivée il y a 7 jours. Et je pensais qu'elle resterait 2 mois. Et son frère qui était avec elle s'en a aussi, naturellement. C'était un nouveau client pour le jeu. Pas précisément, il ne jouait pas encore, mais il tourniquait déjà autour de table. On voyait le moment où il allait être mordu. Par contre, ce monsieur italien qui m'a donné 2 fois des mauvais chèques. À moi, il m'en a donné 3. Eh bien, celui-là, le docteur le trouve malade. C'est comme on fait exprès, hein. Alors que nous ne serions pas fâchés d'en être débarrassés. Même en faisant une croix sur ce qu'il nous doit. Il faut absolument aviser et se séparer du docteur. Oui, mais comment? Et comment? C'est pour cela que j'ai tenu à voir ce matin, monsieur Destremieux. C'est tout de même utile d'avoir ces messieurs-là dans notre conseil d'administration. Il est très vieux. C'est entendu. Mais comme connaissance du droit, de la procédure, et comme ficelle, il est un peu là. Tiens, voilà qu'il descend de sa voiture. Qu'est-ce qu'il est vieux, hein? Ah oui, mais le cerveau est toujours là. Bonjour, maître Destremieux. Et comment allez-vous ce matin? Bonjour, messieurs. Bonjour, maître. On ne vous voit pas souvent au casino. Oh non. Moi, je ne suis pas pour le jeu des cartes. Est-ce que vous êtes satisfait du produit des jeux? Ah oui, messieurs. Jusqu'à présent, c'était même très supérieur aux prévisions. Seulement, je me demande si ça va continuer. Étant donné ce qui fait l'objet de notre réunion. Eh bien, si nous en causons tout de suite. Il y a monsieur Bonamy qui est arrivé. Messieurs... Bonamy, c'est l'oncle du docteur Greux. Ah oui, oui. Eh bien, si nous prenions place, je n'ai pas besoin d'exposer les faits. Nous sommes ici, n'est-ce pas, pour envisager les moyens éventuels de nous séparer du docteur Greux. Il s'agit avant tout d'examiner quelle est légalement notre situation vis-à-vis de lui. J'ai déjà jeté un coup d'œil sur son contrat et je vois qu'il ne comporte pas de dédit. C'est très ennuyeux. Laissez-moi vous dire que c'est tout à fait regrettable. Cela a été sûrement moins élevé que la somme qui peut lui être allouée par les tribunaux s'il nous cite injustice. Mais comment ça? Je vais vous l'expliquer, monsieur Salard. Avec dédit, nous n'avions qu'à verser de fonds et on se séparait de lui presque automatiquement. Si nous jugeons utile de le remercier et qu'il porte l'affaire devant le tribunal civil, il n'est pas besoin d'être sorcier pour prévoir les arguments qu'il mettra en avant. Il nous accusera, c'est évident, de ne pas l'avoir laissé
libre d'agir selon sa conscience professionnelle. Puis de se dire, il ne manquera pas de faire venir à la barre ces professeurs qui apporteront au tribunal en faveur du docteur Greux les mêmes attestations élogieuses qu'ils nous ont fournies et qui nous ont décidé à choisir comme successeur du docteur Balma, le neveu de M. Bonamy. Je vous demande pardon de vous interrompre. Mais ce n'est pas du tout parce que le docteur Greux est mon neveu que je l'ai présenté à la société. Ah oui, M. Bonamy, c'est entendu. Si le docteur Greux apporte devant le tribunal les arguments dont je vous ai parlé, nous ferons figure d'exploiteurs. D'exploiteur? Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'avocat du docteur Greux. Notre avocat sera là pour lui répondre. Il dira évidemment que, à notre établissement thérapeutique, nous avons adjoint une clinique gratuite où les malades riches payent pour les malades pauvres. C'est un point de vue très défendable. Mais la question peut être envisagée d'un angle différent. L'avocat du docteur Greux apportera à la barre des allégations évidemment inexactes, mais spécieuses, et qui pourront impressionner le tribunal. Il prétendra que l'institution de notre clinique gratuite n'est en quelque sorte qu'un paravent humanitaire destiné à masquer une entreprise de pure spéculation. C'est tout à fait faux. C'est même un peu monstrueux. Mais du moment qu'on se préoccupe ainsi de l'éventualité d'un procès en justice, il faut bien se faire l'avocat du diable. Je crois, notez bien, que nous allons tout de même nous décider à nous séparer du docteur Greux. Mais avant de prendre cette résolution, il faut voir tout le danger qu'elle présente. Maître, tout ce que vous nous dites est très frappant. Il est évident qu'un procès est assez dangereux. Et il est moins dangereux, toutefois, que la présence du docteur à la tête de l'établissement. C'est peut-être juste. Moi, je suis un peu effrayée du procès. Est-ce que monsieur l'avoué ne pourrait pas, lui qui est si savant et si persuasif? Oui, c'est à peu près ce que je voulais dire. Est-ce que monsieur l'avoué ne pourrait pas toucher quelques mots au docteur et voir si on ne peut pas l'amener à composition? Ouais. Oui, ce serait peut-être à essayer. Oui, il faut tenter ça, mais vous savez, je crois que M. Destremieux aura de la peine. Parce que d'après ce qu'il nous répondait l'autre jour, le docteur Greux ne sera pas facile à manœuvrer. Ce n'est pas la même chose. Avec nous deux, ça montre résistant, mais avec M. Destremieux... Je veux bien tenter cela. Du moment que vous êtes de cet avis, je n'ai pas le droit de me récuser. Oh! Ah! Bonjour, monsieur Destremieux. Je ne vous attendais pas. Vous aviez aimé parler? Oui, docteur. Vous vous doutez peut-être de ce que j'ai à vous dire. Parfaitement. Vous tenez à m'exprimer, maître, le mécontentement du conseil d'administration. Le mécontentement. Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Le mécontentement. Vous me reprochez d'avoir dit à des malades de l'établissement qu'ils étaient des malades imaginaires. Non, docteur. Ne parlons pas de reproches. Ce n'est pas de reproches que je me permettrai de vous apporter ici. Je voudrais avoir de vous quelques explications. C'est aux médecins, aux savants que je m'adresse. Je voudrais lui demander s'il ne pense pas que dans certains cas, la maladie imaginaire ne constitue pas une affection pathologique qui relève de nos soins. C'est possible. Mais je préfère laisser soigner ces gens-là par d'autres confrères. La maison de santé n'a pas été fondée pour eux. Les malades imaginaires nous prennent notre temps que nous avons le devoir de consacrer à d'autres maladies
pour la thérapeutique desquelles nous sommes spécialement désignés. C'est un homme très chargé d'années qui vous parle, docteur. Et je m'autorise de mon grand âge pour me permettre quelques observations. Chez un savant comme vous, jeune et ardent, instruit plutôt par les leçons de ses maîtres que par la pratique de la vie, ne peut-on constater quelquefois un peu d'intransigeance? D'intransigeance? Une intransigeance tout à fait louable. Je ne dis pas que ce soit chez vous précisément que l'on constate, mais il m'est arrivé de rencontrer des docteurs jadés et éminents, et chez qui se décelait un certain orgueil, fort légitime d'ailleurs. Ne prenez pas ce que je vous dis en mauvaise part. Non, messieurs. Je ne songe pas du tout à m'offenser de vos paroles, de cette accusation d'orgueil. J'ai beaucoup de docilité dans l'esprit et même d'humilité. Et je me suis habituée à ne pas me révolter brusquement contre des accusations. Des accusations. Des imputations, si vous voulez. De constatations qui pourraient me sembler inexactes au premier abord. Je fais l'effort, dans ces cas-là, pour m'examiner très impartialement, pour m'interroger, pour voir si mon interlocuteur, qui me paraît avoir tort, peut avoir tout de même raison. Eh bien, non. Il me semble bien que ce que vous appelez mon intransigeance ne m'est pas dicté par de l'orgueil personnel, mais par le souci de la vérité. Je vous assure, docteur, que je comprends parfaitement l'idée élevée que vous vous faites de votre devoir. Non, maître. Il est inutile d'appeler cette idée une idée élevée. C'est simplement une idée nette et claire. C'est une idée élevée. J'insiste sur ces mots, car elle reste très au-dessous de la conception de la plupart des gens moyens. Je comprends très bien, je le répète, l'idée que vous vous faites de votre devoir. Et je pourrais ajouter que par tempérament et aussi par mon éducation morale, je suis fait pour vous comprendre. Mais permettez-moi de vous dire que la vie m'a appris bien de choses. Et par exemple, qu'il y a des devoirs qui s'opposent. Ainsi, en vous parlant, j'obéis moi aussi à un devoir. Je viens ici pour défendre les entrées matérielles, c'est entendu, d'un certain nombre de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont hasardé le fruit de leur travail dans l'entreprise de ces sanatoriums, qui n'est pas, vous le reconnaîtrez, une entreprise ordinaire et qui se relève par son côté humanitaire. Oui, maître, je vous entends. Je veux bien admettre que ce soit des raisons humanitaires qui aient déterminé ces messieurs dont vous représentez les entrées à apporter à cette affaire thérapeutique un concours financier. Je veux bien croire qu'ils ont obéi à de nobles idées. Dans ces cas, il faut qu'ils soient conséquents avec eux-mêmes et qu'ils acceptent d'encourir au nom de cet idéal tous les risques que comporte une œuvre humanitaire, y compris la présence gênante d'un docteur qui s'obstine à soigner des malades selon sa conscience professionnelle et qui n'est dirigé dans ses diagnostics que par le souci de la vérité. Et il est impossible de faire ce que vous dites, une objection valable, si vous me forcez à adopter votre point de vue. Je vous envie d'avoir de la vie une conception si théorétique et si belle. C'est entendu, maître. Je vous demande pardon, mais précisons, ne parlons pas de conception, de belle conception de la vie. Ce n'est pas la beauté de mon âme que j'étale devant vous. Je ne suis pas professeur de morale, ni candidat à la députation. Seulement, j'ai adopté une profession qui me plaît. J'ai trouvé dans ma femme une associée morale qui a compris que cette profession était la raison de ma vie. Je ne veux pas changer de métier. J'aurais peut-être beaucoup d'avantages matériels à devenir ce qu'on voudrait faire de moi. Je le dis brutalement, un charlatan. Ah, un charlatan, un charlatan, un charlatan.
Excusez-moi de vous parler ainsi. Excusez-moi aussi de vous quitter, car je crois qu'on m'attend dans mon cabinet. Eh bien, maître. Eh bien, mes amis, ça ne va pas. Madame Grou ne m'en voudra pas si je dis que son mari est un peu entêté. Voyons, mon petit, tu n'as pas trouvé moyen de lui faire comprendre. Mon oncle, je te répète ce que je dis à messieurs. À aucun prix je ne veux contrarier Georges. Mais tu devrais tout de même penser un petit peu à moi. Je me suis mis pour vous faire plaisir dans une situation délicate vis-à-vis de ces messieurs. Je suis responsable, pas pécuniairement, bien entendu, mais moralement. Mais mon oncle, que voulez-vous que j'y fasse? Georges, s'il était là, vous direz qu'il a été envoyé ici pour faire son métier de médecin. Il ne le comprend pas comme vous. Jamais il ne le comprendra comme vous. Ce n'est pas moi qui changerai sa façon de voir. Personne ne changera ses idées. Alors ne perdons pas de temps à rien espérer de son côté. Mais alors, maître, mais quel espoir avons-nous? La station est perdue. C'est tout de même malheureux, madame. Laissez madame tranquille. Ce n'est pas gai non plus pour elle. Elle souffre comme nous de la situation. Je ne me plains pas, messieurs. Eh bien, moi je me plains. C'est la ruine pour nous tous. C'est la ruine. Et c'est terrible de penser qu'il y a encore une famille de Sud-Américains milliardaires qui nous sont arrivés ce matin. Des Sud-Américains milliardaires? 4 milliardaires. Ce sont les gens qui sont en ces moments dans son cabinet. Le père, la mère et les 2 enfants. Il va encore envoyer ces gens-là. Vous ne l'avez pas prévenu. Mais vous êtes fou, monsieur Bonami. Est-ce que vous me prenez pour un enfant? Je connais son état d'esprit. Si je lui avais parlé d'eux en lui disant qui c'était, ça aurait suffi pour qu'il les renvoie comme il a fait des autres. Mais ces gens-là sont peut-être vraiment malades. J'en sais rien. Et ils n'ont pas trop mauvaise mine. Il est vrai que depuis ces histoires-là, je suis hallucinée. J'ai des phobies. Je vois des gens bien portants partout. Si on voit cela, c'est le dernier coup pour terre la maison. Ce n'est pas seulement que ce sont des clients exceptionnels. C'est parce que cette famille-là nous en aurait amené beaucoup d'autres. Je me suis renseignée. Il paraît qu'il règne dans ces pays-là une maladie locale. Misère de ma vie. C'est peut-être encore une maladie imaginaire. Une maladie qui attaque les bronches, le foie, le cœur. Je ne sais pas si ce sont des insectes ou des microbes qui font ça. Ou peut-être encore une idée qu'ils se fabriquent. Vous allez voir, en un clin d'œil, le docteur, avec sa puissance persuasive, les aura rassurés sur leur cas. Nous sommes bien fichus. C'est terrible ces minutes d'attente. Mademoiselle Bercher est avec lui. Mademoiselle Bercher, l'infirmière. Elle ne contredit pas le docteur, mais elle comprend les entrées de la maison. Elle m'a promis qu'elle viendrait nous dire tout de suite ce que le docteur a pensé de ses nouveaux clients. Mais c'est long cette consultation. Oui, c'est long. ce n'est peut-être pas mauvais signe que ce soit aussi long. Le docteur a eu besoin d'un examen minutieux. Ça ne veut rien dire. Ce sont des minutes terribles, ah oui. Moi, je n'espère rien. Il me semble que j'entendais pas. Mais non. Mais non. Mais si, je crois qu'elle vient. Oh non, je ne suis pas pressée qu'elle vienne. Parce qu'elle va nous annoncer, la maison est perdue. Mais la voici, allez. La maison est perdue. La maison est sauvée. Ce sont des vrais malades. Ils sont atteints, en effet, d'une maladie des tropiques qui s'attaque à des différents viscères, des bronches, le foie, la rate. Les bronches.
le foie, la rate. La température est basse et le pouls est très rapide. Cette discordance est un très mauvais signe. Très mauvais signe. Le docteur n'aura pas dissimulé la gravité de mon état. Ah mais oui, il faut mieux prévenir les gens pour qu'ils se soignent, sérieusement. C'est une maladie très grave et elle est assez longue à guérir. Ah oui. Mais il paraît que leur vie n'est pas en danger, hein. Ah, tant mieux. On les soignera bien. Il faudra probablement des régimes spéciaux, une cuisine appropriée. Et probablement aussi un peu de distraction. Et le bruit de leur guérison se répandit dans leur pays. Tous les Chiliens malades viendront se faire soigner à Saint-Hubert. Et du moins ceux qui en auront les moyens. Hein. Et il est probable que cette maladie ne se localise pas au Chili. Nous aurons aussi les Brésiliens. Les Argentins, Les Uruguayens, les Équatoriens. nous guérirons toutes les hautes sociétés d'Amérique. Ah, c'est un magnifique présent que l'ancien monde fera au nouveau. Eh bien, Madame Gros, notre grand ami va voir de belles cures à opérer. Monsieur, il ne demande que cela. Voilà le docteur. Mademoiselle Bercher, il faudra commander à Paris 200 ampoules de sérum FHH. Je vais téléphoner à la poste tout de suite. Ah, mon bon ami Georges. Il faudra que vous me disiez exactement ce que c'est que cette maladie des tropiques. Bien que je sois un profane, je vous dirai que ces questions m'intéressent beaucoup. Ah, et elles sont de l'entrée le plus haut. Tu vas avoir là un beau champ d'expérience, Georges. Tel que je n'ai jamais rencontré. Tout de même, c'est un coup de veine, hein. Nous étions perdus et il arrive 4 grands malades. Dieu de bonté, tu as entendu ma prière.